Bonjour à tous, bienvenue à la première journée scientifique du CARPEM Nouvelle Mouture. C'est le troisième cycle du CIRIC CARPEM, hein. Donc, on a été renouvelé à partir de 2023 et jusqu'à 2028. Donc. Et c'est très important pour nous d'avoir cette journée scientifique. On essaye d'organiser régulièrement. Aujourd'hui est un peu particulier parce que, comme vous l'avez vu, le quartier est un peu bouclé. Donc, je remplace aussi Pierre-Laurent Puy, qui est le directeur du CIRIC et qui est encore vers les Invalides, hein. Mais on va arriver à organiser tout ça. On est très content parce qu'il y a plus de 110 inscrits à la journée aujourd'hui. Donc, on pense que le programme est attractif, hein. Il a été décidé collégialement de faire la journée en anglais, donc en français. C'est un lapsus révélateur, finalement. Ce que personnellement je regrette, mais c'est pour ça que je m'exprime aujourd'hui en français. C'est aussi pour pouvoir attirer les ingénieurs techniciens qui sont moins fluents en anglais. On va voir si après on fait des alternances parce que pour les étudiants en particulier qui viennent de l'étranger, c'est vraiment aussi un souci. Mais on essaye de contenter les uns et les autres. Voilà, donc c'était aussi un message pour les orateurs, hein, mais qui, je crois, ont préparé leurs diapositives en anglais et on essaye de couvrir un maximum en fait de notre auditoire. Voilà, et donc sans tarder, on a fait le programme qui reflète en fait les différents axes du CARPEM. Donc on a un premier axe qui est assez important aussi, qui est génétique, génomique, épigénomique, dans les cancers, tout ça, pour aller vers une médecine de précision. Et nous avons l'honneur d'accueillir et le privilège d'accueillir Sébastien Amégorena de l'Institut Curie. Et Sébastien va pouvoir, qui est un brillant immunologiste, hein, qui ne nécessite pas en fait vraiment de présentation, va pouvoir nous expliquer comment est-ce que les splicing anormaux dans les tumeurs peuvent se transformer en cibles thérapeutiques. Sébastien. Merci. Je suis très content d'être là, de pouvoir le faire en français parce qu'en fait, je ne suis pas vraiment fonctionnel le matin avant une certaine heure et un certain nombre de cafés, donc c'est une bonne nouvelle. Merci pour l'invitation. Je suis très content d'être là. Je me rends compte en regardant cette diapo que je me suis mis comme le petit signe là-haut avec un petit oiseau que vous allez voir après, peut bouger les ailes. C'est Mémothérapeutique. C'est ça, c'est le nom d'une start-up qu'on a fondée pour faire de l'immunothérapie et des outils qui permettent de cibler les tumeurs de façon spécifique. Mais en fait, je suis toujours, et je ne suis pas là en tant que mémothérapeutique, mais je suis toujours à l'Institut Curie et il devrait avoir à côté un petit cycle de l'Institut Curie. Euh, là, c'est les disclosures, comme disent les Américains. Donc, je suis en ce moment chez une équipe à Curie toujours, mais je partage mon temps avec le rôle de CSO dans cette boîte Mémotherapeutics. Et donc, je vais vous parler de splicing non canonique, principalement. Juste en deux mots pour vous dire ce qu'on entend par là, un, un groupe d'événements de splice, d'épissage, devrais-je dire, qui permet de joindre, il y a utilisation, alors pour une des catégories dont je vais parler au début, il y a utilisation de sites de splice forts au début ou à la fin des exons codants. Et au lieu d'aller directement d'un exon à l'exon suivant, il y a un événement qui relie un morceau de l'intron qui n'est pas encore annoté comme exon à l'exon d'avant. Et donc, du coup, on finit par, en introduisant un petit bout d'intron qui est pas encore connu comme un exon, mais qui est peut-être en train de devenir un exon si ces événements-là sont en fait ce que je pense qu'ils sont, qui est une diversification du transcriptome qui permet de diversifier les fonctions des protéines et c'est un support pour l'exonisation des nouveaux morceaux d'intron. Et alors, un des événements par lequel on a commencé cette étude et qui est mieux connu que le reste, c'est l'exonisation des transposable elements, des transposons introniques. Et c'est donc vous connaissez, alors je n'ai pas mis de diapo d'introduction pour les éléments transposables, mais vous savez que c'est une famille
d'éléments d'ADN qui peuvent transposer dans le génome, qui peuvent se dupliquer. Donc, c'est une transposition qui augmente la taille du génome. Il y en a des milliers, ça représente à peu près la moitié de nos génomes actuels. Qui sont reconnus comme ayant été à un moment un élément transposable. Il y a différentes familles, les ERV, les LTR, les signes, les lines. Donc bon, il y a une variabilité assez importante. Mais donc, on a commencé par ça, en étudiant comment les morceaux d'éléments transposables se liaient aux codons, aux parties exoniques codantes de notre génome. Et on a posé la question de l'effet immunologique de cet événement-là. Donc ça part de différents éléments que j'essayais de résumer ici. Le premier, c'est que on sait depuis longtemps que le splice alternatif, donc quand on analyse les splices d'un gène, il y a des isoformes canoniques majoritaires qui sont annotées, et ensuite il y a des isoformes alternatives qui permettent, c'est des codons existants, donc c'est du canonique. Le codon peut être gardé ou exclu du transcrit, on appelle ça le pisage alternatif. Et ensuite, il y a, donc ça étend le transcriptome d'un facteur 3, 4, 5. En général, on passe de 25 000 gènes à une centaine de milliers de transcrits en considérant les formes alternatives. Donc, c'est déjà une augmentation de la diversité. Mais quand vous incluez là-dedans le splicing non canonique, ça explose. Il y en a des millions dans les cellules et il y a beaucoup de bruit, c'est à faible niveau, donc il y en a beaucoup, mais on ne sait pas quelle est la biologie de tout ça. Et la raison pour laquelle on s'est intéressé à ça, c'est peut-être la partie de... On voit la flèche, hein, parce que moi je la vois, mais... Oui, c'est le panel de droite, là, c'est que le splicing alternatif est dérégulé dans le cancer. Donc ça, c'est connu, ça a été très bien décrit. Et on s'est dit que s'il y avait des isoformes nouvelles, notamment non canoniques dans les cellules tumorales, ça allait étendre le domaine des potentielles cibles thérapeutiques pour les développeurs de médicaments et la variabilité, le fait que les tumeurs soient immunogéniques pour les immunologistes. Et en fait, le panel du milieu est juste là pour dire que le splicing est un événement extrêmement robuste. Les cellules et les tissus, c'est régulé de façon très, très fine, quantitative. Quand il y a une isoforme ou qu'il n'y a pas une isoforme, c'est vraiment conservé parmi les individus, les types cellulaires. Il y a des événements spécifiques de chaque tissu, il y a des splice et des événements de splice spécifiques des tumeurs. Et donc, la première question qu'on a posée, on a commencé ça il y a entre 5 et 8 ans, je pense, le début de cette histoire, c'est de savoir s'il y a des événements de splice non canoniques qui peuvent permettre de créer des peptides qui sont ensuite chargés sur les molécules du CMH et qui font des antigènes de tumeur. Et donc, je ne vais pas être très exhaustif là, parce qu'on a publié l'année dernière 2 papiers qui décrivent chez la souris et chez l'homme ce phénomène et qui montrent qu'effectivement c'est le cas. Donc, je vous montre quelques diapos. Ça, c'est une heatmap dont je ne connais pas le nom en français, mais qui doit exister, qui présente un certain nombre d'événements de splice. Donc, chaque ligne, c'est un événement de splice particulier. Et chaque colonne, c'est un échantillon d'ARN. Et vous avez des tumeurs, c'est B16, des mélanocytes normaux. Et c'est un clustering non hiérarchisé, non supervisé. Donc, donc d'autres tumeurs, MC38, MCA 101, et un certain nombre de tissus de souris qu'on a préparés au labo et d'autres, on les a récupérés. Et c'était pour montrer qu'il y a des groupes d'événements de splice. Tout ça, c'est du non canonique, c'est-à-dire on a exclu tous les événements connus à noter de splice. C'est que les non canoniques qui sont partagés par tissu. En fait, et ça, c'est d'une PCA qui montre que juste basé sur ces événements de splice non canoniques, on peut séparer les tumeurs entre elles. Donc, il y a de la spécificité entre les tumeurs aussi. Et donc ça, c'est une manip qui pour moi était importante dans ce travail, qui fait, c'est très simple, on prend une souris, on lui injecte une tumeur MC38, donc, dont on connaissait le non canonique spliceome, et on prédit des peptides. Certains sont prédits par des peptides qui vont se lier à KB ou KD, c'est une souris B6, et d'autres on a trouvé par immunopeptidomique, donc il y a un mélange. Et ces peptides-là, on teste si le système immunitaire peut voir les peptides au bout de 14 jours. Donc, il n'y a pas de manipulation, c'est la tumeur, on regarde
si ça induit une réponse immunitaire. Et vous voyez que pour N25, N94, L machin, M je sais pas quoi, tout ça, ça induit des réponses immunitaires. Il y en a d'autres, on en a testé une vingtaine, il y en a d'autres qui n'induisent pas de réponse immunitaire. On teste ça par ELISpot et à chaque fois, on restimule in vitro avec le peptide correspondant pour voir s'il y a des lymphocytes T qui reconnaissent le peptide. Et en fait, on compare là à des PGK, qui est un peptide muté de MC38 qui a été décrit. Donc, c'est des mutations passagères qui sont dans la tumeur. Donc, ça, c'est vraiment spécifique de la tumeur. C'est une mutation qui n'existe pas chez la souris et ça induit une réponse. Vous voyez que l'intensité de la réponse est du même ordre avec ces antigènes mutés que ce qu'on voit avec nos peptides de transcriptome non canonique. Ces peptides sont sur l'événement de splice, c'est-à-dire on les sélectionne pour qu'il y ait une partie du peptide codé par le donneur et une partie par l'accepteur du site de splice. Donc on est sûr que ça vient de l'événement de splice. Et en fait, on a fait la manip complémentaire à ça, qui est de prendre ces mêmes antigènes et de vacciner la souris et de regarder ensuite la pousse de la tumeur. Et comme vous voyez ici, on induit une réponse contre les peptides. 3 de ces 4 peptides induisent un retard dans la pousse de la tumeur. Il y en a un qui fait absolument rien, alors qu'il a induit une très belle réponse. C'est-à-dire qu'il y a certains peptides qui ne sont pas protecteurs pour le développement de la tumeur et d'autres le sont. Donc, dans ce papier-là, on montre aussi que cette famille d'antigènes et donc, on vaccine, on a d'une réponse, on a d'une protection. Et quand on traite, d'ailleurs, sans vaccination, qu'on traite la souris par un anti-PD-L1, donc on déréprime le système immunitaire, on augmente la réactivité. Et tout ça, c'est dans le papier. L'autre papier, c'est une étude chez l'homme. On a regardé principalement les tumeurs non-small cell lung carcinoma, les squamous et adénocarcinome. Et dans les deux, on trouve des événements. Donc ça, c'est une autre heatmap. Une ligne encore, c'est un événement de splice non canonique. Et à chaque fois, on a la cohorte TCGA de squamous cell carcinoma, qui est à peu près 600 échantillons. Tous les juxta tumeurs du TCGA. Le JTEX normal, c'est à peu près 10 000 échantillons sains et une collection de cellules immunes qu'on a rassemblées de différentes sources. Donc, vous voyez qu'il y a certains événements qui sont vraiment spécifiques et récurrents chez les patients. Donc, on retrouve dans différents patients et qui sont absolument absents de tout le tissu sain, de toutes les autres cohortes, alors que d'autres sont fréquentes chez la tumeur, mais on en retrouve quand même dans les cellules saines et les tissus sains. Et là, c'est quelques exemples voilà, ça c'est un ERV qui se lie à un exon. Il est récurrent, il est présent, détecté en ARN toujours dans 164 patients sur 514. Ça, c'est du LUAD et pas du tout dans les juxtatumeurs ou dans le JTEX, etc. Donc, on trouve des événements de tumeurs spécifiques et on trouve des peptides dérivés de ces événements en immunopeptidomique. Donc là, on élu les peptides de molécules de classe 1 et on regarde si certaines de ces jonctions génèrent des peptides. Donc, on trouve des peptides qui correspondent aux jonctions de splice non canonique, donc un bout dans le donneur, un bout dans l'accepteur, mais on en trouve aussi sur la partie éléments transposables ou sur la partie accepteur avec des frame shifts, que je ne sais encore pas comment on dit ça, des changements de je sais pas quoi. Ah, merci, le cadre de lecture. Donc, pour ceux qui sont dans le donneur ou l'accepteur avec un changement de cadre de lecture, on n'est pas toujours sûr qu'ils viennent de cet événement parce qu'on peut générer des transcrits qui incluent ça sans que ce soit le splice alternatif, le splice non canonique. Mais pour ceux qui sont sur le point de coupure, de jonction entre les deux éléments, on est relativement sûr. On a développé de façon de regarder ça. Et le dernier point dans ce papier qu'on montre, c'est qu'il y a chez les patients avec des tumeurs primaires du poumon des réponses immunitaires contre ces peptides qui chevauchent, qui viennent du splice non canonique. Et ça, c'est des exemples à jour zéro avec des tétramères. Donc, c'est une technique où on recrée le complexe peptide MHC et on cherche des lymphocytes T spécifiques. Les réponses sont très faibles. Il y a quelques cellules à T0, donc on a fait beaucoup de contrôles. D'autres fois, on trouve des réponses plus belles comme celle-ci. Et ensuite, on cultive les cellules in vitro, on les expand pendant 20 jours avec le peptide dans certains cas et sans le peptide. Et là, on a des réponses beaucoup plus convaincantes avec un nombre de cellules qui nous laisse penser qu'il y avait des réponses
réponse avant qu'on stimule in vitro. Mais bon, en gros, le message de ça, c'est qu'on trouve des réactivités contre ces peptides dans les patients de façon répétée, dans la tumeur, dans les ganglions lymphatiques qui drainent la tumeur et parfois dans le sang, mais c'est quand même très rare. Voilà, ça c'était le message de ces deux papiers. En fait, quand on a commencé tout ça, on voulait poser cette question-là, à laquelle on a au moins en partie répondu par ces papiers, mais on voulait aussi voir si cette population de transcrits avait généré aussi de nouvelles protéines. C'est-à-dire, est-ce que la dérégulation du splice alternatif dans les tumeurs génère des protéines nouvelles qui sont spécifiques des tumeurs? Et du coup, s'il y en a, est-ce qu'il y en a certaines qui sont transmembranaires et qui exposent un nouvel exon à l'extérieur de la tumeur qui n'est pas trouvé dans les tissus sains, avec pour objectif de développer des cellules CAR-T ou des anticorps contre les tumeurs qui ne reconnaissent pas le tissu sain. Et donc ça, on a toute une étude avec un papier qui est en révision, mais je vous présente juste la substantifique moelle du papier. Donc, en fait, on trouve des événements de splice non canoniques qui aboutissent à des protéines avec des cadres de lecture ouverts et assez grands pour pouvoir coder pour une protéine. Dans ce papier, on a pris 5 lignées tumorales. On a fait du RNA-seq, du ribosec et de la protéomique. Là, c'est la protéomique totale, pas de l'immunopeptidomique. Et on a trouvé 1200 nouvelles protéines non annotées qui sont des isoformes de protéines connues. Et ces isoformes créées, alors on a mis comme condition que le nouvel exon, enfin la nouvelle partie codante, doit être au moins de 5 acides aminés. Donc c'est entre 5 et vous voyez là à droite la longueur des nouveaux codons. Ça, c'est les exons canoniques. La majorité, enfin la médiane, c'est autour de 40 acides aminés. Et là, les exons nouveaux qu'on voit sont plus petits. On les a divisés en 3 catégories qui sont expliquées là sur la gauche. La première catégorie, c'est quand le nouvel exon est au début de la protéine, 3' ou 5' selon que c'est une protéine de type 1 ou de type 2 ou transmembranaire. Une catégorie où le nouvel exon est à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a un premier événement de splice non canonique, non annoté, qui amène vers un élément transposable dans l'intron, et un deuxième événement de splice qui rejoint un morceau de cet intron vers l'exon suivant ou vers un autre exon de la même protéine. Donc, on inclut un nouvel exon. Et ceux-là sont un petit peu plus longs que ceux qui sont au début ou à la fin. Donc, la troisième catégorie sont ceux où l'exon est à la fin. Et c'est la catégorie la plus abondante. Et en général, ça introduit un codon stop après un certain nombre d'acides aminés et une protéine tronquée. Mais les autres sont parfois plus longues. Donc, la question dans le domaine là, c'est est-ce qu'il y a des protéines viables, vivantes, qui ont des fonctions, qui sont présentes. Et en fait, on a fait beaucoup de choses, on a étudié pas mal d'exemples. Donc cet exemple-là, c'est une isoforme de l'IL-15, du récepteur alpha de l'IL-15. Ça introduit un nouvel exon qui fait une cinquantaine d'acides aminés juste après le signal peptide. Donc, la partie cytosolique est en bas, là, le domaine transmembranaire est là. Donc, c'est une modification qui est tout près du site de liaison à l'IL-15. Et on n'a pas étudié beaucoup cette isoforme particulière, mais quand on la surexprime dans une cellule témoin, avec un système qui s'appelle le NeonGreen, qui est un système de complémentation. Donc, on exprime dans la cellule hôte 11 exons d'une protéine fluorescente et il manque le 12e ou 10 et il manque le 11e. Et le 11e, il est avec la protéine, l'ARN ou l'ADN complémentaire qu'on transfecte. Donc, si la protéine est transcrite et traduite, il y a une complémentation et ça devient fluorescent et on peut le voir en cellules vivantes. C'est un système qui est bien, qui est sensible pour des événements de splice particuliers. Et du coup, on voit que cette isoforme, elle est présente à la membrane cytoplasmique. Alors, je ne veux pas vous montrer les autres exemples, on en a pas mal dans le papier, on a fait des surexpressions, on a fait des knockouts, on a modifié l'ARN, on a trouvé certaines de ces protéines, notamment PTEN et WWOX, qui doit aussi avoir une version française, mais c'est trop compliqué pour cette heure de la matinée. Et tous ces deux-là, on a montré des fonctions changées, oncogéniques, tumeurs suppresseurs. Donc, au moins certaines de ces protéines étaient viables. La raison pour laquelle on a fait ça, ce n'est pas pour trouver des exemples, parce que le papier n'avait pas comme objectif de décrire des nouvelles isoformes. Et Jessica, tu m'arrêtes parce que je sais que je parle trop longtemps et je n'ai pas l'heure du tout. Donc, si jamais... On va y arriver.
Donc, en fait, la raison pour laquelle on a fait ça, c'est que le message de l'article, c'est ces isoformes, enfin, c'est connu, ce phénomène-là est connu. Et on sait que les éléments transposables deviennent des parties de protéines. Il y a beaucoup d'exemples de protéines aujourd'hui tout à fait fonctionnelles, classiques, qui ont des domaines rétroéléments, dérivés de rétroéléments, dont on reconnaît encore la séquence du rétroélément. Donc, on sait que c'est un phénomène biologique. Mais la raison pour laquelle on a fait ça, c'est que nous, on a commencé à travailler beaucoup sur ce splice non canonique. Et l'idée qu'on avait en tête, c'est que ça représente un réservoir de diversité pour la sélection naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train d'essayer de nouvelles isoformes et que les 1200 là qu'on a trouvés dans les 5 lignées, il y en a quelques centaines par lignée, dont certaines sont communes et d'autres sont différentes, que ça représente un espèce d'essai de diversification du répertoire protéique pour trouver des nouvelles fonctions. Donc, pour dire ça, il fallait qu'on montre qu'au moins certaines avaient des fonctions parmi ce pool de splice non canonique. Il y a des exemples, il y a des gens qui, enfin, il y a régulièrement des articles qui découvrent une nouvelle isoforme qui a une fonction. Mais là, on s'intéressait au pool. Et donc, du coup, on a un peu regardé qu'est-ce que c'était la biologie de ce phénomène, ce splice non canonique, et ce pool de 1200 protéines. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a regardé dans quel gène ça se retrouvait. On a fait ça en collaboration avec Luis Murcia et un chercheur à Quintana Murcia qui est à Pasteur et un chercheur dans son... Donc, mais c'est pas cette première partie-là, c'est en fait pour d'autres parties de cette analyse. Mais ça, c'est juste de regarder dans quel type de gène, quel est l'âge âge évolutif des gènes dans lesquels ont lieu ces phénomènes de splice alternatif. En fait, tous les gènes ne sont pas égaux. Il y a des gènes qui ont beaucoup d'isoformes et d'autres qui en ont peu. Et ce que ça montre, donc on a divisé les gènes humains en phylostratum, ils appellent ça. Le 1, c'est le plus vieux. En fait, ça correspond aux couleurs ici. C'est des représentations un peu différentes, mais le phylostrate 1, c'est les chordètes, les vertébrés, les amphibiens. Donc, c'est des gènes qui sont retrouvés très, très loin dans l'évolution. Et ensuite, les autres familles de gènes vont jusqu'aux gènes qui sont spécifiques des grands singes et des humains, donc les gènes très, très jeunes. Et ce que vous voyez, c'est quand on regarde tous les génomes humains, voilà les proportions dans ces 4 grands ou dans ces catégories de phylostratum, donc 1, 2, 3, 11 et 12, on les a regroupés juste pour avoir une représentation simple. Vous voyez que dans le génome, il y a à peu près 25% de gènes du phylostrate 1 et que cette proportion est augmentée quand on regarde le transcriptome non canonique, enfin les JETs, c'est cette famille d'événements dont je vous parle, qui sont non annotés, et surtout dans le translatome, qui sont parmi celles-là qui sont traduites, donc trouvées en ribosec. Donc, il y a un enrichissement de gènes anciens dans ce phénomène-là. Et par contre, quand on regarde, et alors après, on les a divisés par famille de rétroéléments, mais ce n'est pas très, très différent. Et le deuxième graphe ici sur la droite, ça vous montre quel est l'âge évolutif des sites de splice. Donc, il y a des gens qui ont fait des collections de sites de splice et qui, à travers l'évolution, donc on a regardé les sites de splice auxquels on s'intéresse, nous, qui sont ces non canoniques avec un exon, un rétroélément, quel est leur âge. Et ce que vous voyez, c'est que, donc voilà, tous les sites de splice dans tous les autres événements canoniques de splice qui sont connus, vous voyez que la phylostrate 1 est relativement bien représentée, mais quand on regarde les sites de splice impliqués dans nos trucs non annotés, on s'appelle JET parce que c'est Junction Between Exon and Transposable Element. Donc, quand on regarde l'âge de ces sites de splice dans les JET, ils sont beaucoup plus jeunes. Donc, c'est une famille d'événements qui concerne des vieux gènes avec des jeunes sites de splice évolutivement. Et ensuite, on a regardé si ces sites-là avaient des signes de pression de sélection. Donc, vous regardez les mutations qui concernent le site de splice comparé au taux de mutation et l'âge du gène, l'âge du site du splice et l'âge du gène. Quand on normalise ça, en fait, on voit qu'il y a des pressions de sélection, des pressions positives et négatives qui s'exercent sur les sites de splice. Et tout ça, ça a contribué à nous dire que oui, c'est un événement fonctionnel. Enfin, il y a ici une pression de sélection, ce qui est une fonction quelque part. Et donc, c'est une évolution. On est en train de regarder dans nos cellules mammifères ou humaines d'aujourd'hui le reflet de l'évolution des protéines depuis. Donc, c'était une image un petit peu quand on regarde les étoiles. On sait qu'on voit dans le temps, puisque la lumière met du temps à arriver. Là, c'est un petit peu pareil. On regarde des isoformes qui sont en cours d'évolution et qui sont en train de se sélectionner. D'ailleurs, on a pu montrer que la récurrence dans les populations humaines, c'est-à-dire les isoformes les plus récurrentes dans la population humaine, ont plus de signes de sélection positive et négative. Donc, on voit vraiment que c'est en train d'être fixé dans la population humaine. C'est en cours, quoi.
Donc voilà, il y avait toutes les conclusions, mais comme j'ai plus le temps, ce que je voulais vous montrer après, c'était en fait, et là je ne veux pas prendre longtemps, c'est que ça ne se limite pas à ce type de jonction entre exons et rétroéléments. En fait, il y a toute des nouvelles familles d'événements de splice non canoniques qui concernent le génome non codant. On en trouve dans les rétroéléments, dans les link RNAs, dans les 3' et 5' et dans d'autres types de transcrits. En fait, il y a des sites de splice, c'était connu, moi je ne le savais pas, mais c'était mon ignorance dans ce domaine. Mais par exemple, dans les links RNA, on sait très bien qu'il y a des introns et des exons, et que d'ailleurs, souvent, les exons correspondent à des rétroéléments dans les langues non-coding. Et donc, en fait, on s'est intéressé à l'ensemble de tous ces événements, aussi bien pour les peptides que pour les protéines. Et donc maintenant, et ça a été fait beaucoup en collaboration avec la startup dont je vous parlais, on est en train de chercher des événements spécifiques de splice non canonique, quelle que soit son origine, codant ou non codant, et on trouve de façon répétée des antigènes transmembranaires et aussi d'autres types de protéines et des complexes peptides MHC vraiment spécifiques de tumeurs, donc absents dans tous les tissus sains dont on peut regarder le transcriptome, et au niveau protéique, des cibles spécifiques de tumeurs. Et ensuite, on développe des outils. On a transformé ça comme font les boîtes en un truc automatisé. Ils appellent ça streamlined et donc efficace. On rentre le début et tout est un peu automatisé. Pas jusqu'au bout, évidemment, mais toutes les premières étapes au moins. Et ensuite, on fait, donc dans la boîte, donc mémothérapeutique, on fait surtout ce qu'on appelle des anticorps qui ressemblent au TCR, c'est-à-dire qui voient l'ensemble peptide CMH. Et en fait, c'est remarquable, ça marche très, très bien maintenant avec les nouvelles techniques pour faire des anticorps monoclonaux. On y arrive très bien. Et j'allais vous montrer quelques manips, un ou deux exemples de ça avec des quartés faits à partir de ces anticorps. Mais en gros, si vous savez qu'on arrive, c'est peut-être la dernière, qu'on arrive à rejeter une tumeur établie avec des quartés qui reconnaissent certains de ces complexes peptides CMH, vous comprenez tout de suite ce qu'on est en train de faire dans cette boîte, c'est-à-dire de développer des cibles nouvelles pour de l'immunothérapie avec des anticorps et des quartés. Et voilà, ça c'était juste un exemple du type d'antigène qu'on trouve. Donc ça c'est un événement de splice non canonique qui est trouvé. Donc un point ici, c'est un tissu, un patient, une tumeur en rouge, enfin à droite, et un tissu sain à gauche. Vous voyez qu'on retrouve de façon répétée cet événement de splice dans plein de tumeurs différentes. On en a des encore plus impressionnantes, et qu'on trouve ça de façon très très rare dans le tissu sain, et qu'on sait exprimer, c'est exprimé à de plus faible niveau. Donc, ça semble bien tumeur spécifique. On a fait ça en single cell aussi. C'est très tumeur spécifique, et donc, ça représente des cibles potentielles. Et voilà, il y a plein de gens qui ont participé à ça, mais c'est vraiment une collaboration entre l'Institut Curie, mon équipe, et je vois que j'ai oublié, je crois que j'ai rajouté la diapo sur l'évolution et je n'ai pas mis les gens de Pasteur, c'est mon erreur, mais je vous ai cité leur nom, et puis la boîte où on a développé de la protéomique, de l'immunopeptidomique, de la bioinfo, et tout ce qu'il faut pour mener ces projets à bien. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et patience.